BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Quel est votre sujet de la semaine? Eh bien, cette semaine, Emmanuel Macron est descendu dans l'arène et dans la rue. Son ambition, c'était de montrer qu'il reste au contact et tenter de faire de la pédagogie sur la réforme. Eh bien, voyez-vous, en pensant à l'histoire l'autre jour de cette aide-soignante qui rencontrait Emmanuel Macron, je me suis dit qu'il ne pouvait y avoir de pédagogie, donc de succès, qu'à une seule condition, c'est parler le même langage. Si chacun vit dans son monde et utilise différemment les mêmes mots, eh bien, on n'est pas prêt de se comprendre et encore moins de s'entendre. Juste en deux mots, vous nous rappelez l'histoire de cette aide-soignante qu'a rencontré Emmanuel Macron? C'était simple, c'est en fait dans un hôpital, il y a Emmanuel Macron qui se fait apostropher par une aide-soignante. Il lui dit on met de l'argent dans l'hôpital, elle lui répond on manque de moyens ici. Une pensée globale d'un côté, une vision de proximité de l'autre, et l'occasion pour moi de rappeler une règle qui existe dans notre profession que l'on appelle la règle du mort-kilomètre. Mieux vaut parler à un lecteur, à un auditeur et à un téléspectateur d'un mort à côté de chez lui que de 10 000 morts à 10 000 kilomètres. J'imagine qu'on ne va pas faire de politique ce matin, Jean-François, mais transposer tout cela, ce constat et ce que révèle ce dialogue de la semaine dernière entre Emmanuel Macron et cette aide-soignante, transposer tout cela à la finance et au placement? Je vois que vous lisez dans mes pensées. Allez, commençons avec la notion de pouvoir d'achat. Pour un économiste, je rappelle, un économiste, ça fait de la macro, comme Macron, ça pense global. Donc, c'est quoi pour un économiste le pouvoir d'achat ? Schématiquement, c'est la comparaison de l'évolution des revenus des ménages d'un côté et les prix de l'autre. Si le revenu des ménages progresse et pas les prix, eh bien a priori on a plus de pouvoir d'achat, et si c'est l'inverse, on perd en pouvoir d'achat. Parfait, mais pour un particulier, c'est un peu différent. En pratique, moi, particulier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en compte non seulement mes revenus, l'évolution de mes revenus, je vais prendre en compte également l'évolution des prix. Là, jusqu'à présent, je fais exactement comme les économistes, mais je vais également tenir compte d'un certain nombre de dépenses de consommation que j'ai. Et pourquoi? Parce que c'est toutes ces dépenses que moi, j'adore appeler des dépenses contraintes, mais qui, en langage politiquement correct, s'intitulent les dépenses préengagées. C'est quoi? C'est les assurances, c'est les abonnements télé, les divers, toutes les choses que vous êtes contraints de payer. Cet argent, en pratique, il sort automatiquement de ma caisse. Donc, pour moi, ça impacte mon pouvoir d'achat. En pratique, on pourrait d'ailleurs dire que la baisse ressentie du pouvoir d'achat depuis l'arrivée de l'euro s'explique avant tout par l'augmentation de ces dépenses contraintes, bien plus que par d'éventuels mensonges sur l'indice des prix. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer l'écart entre le pouvoir d'achat qui augmente et le ressenti qui lui recule, parce que sur le pouvoir d'achat lui-même, on n'utilise pas forcément les mêmes notions. J'imagine que ce discours appliqué à l'économie, vous pouvez aussi l'appliquer à l'univers des placements? Oui, j'aimerais combien de fois sur ce plateau avez-vous entendu dire que l'on était les champions européens de l'épargne, que l'on ne manquait pas d'épargne dans notre pays, et que le seul débat intéressant, c'était de savoir comment mieux allouer l'épargne? Oui, champion de l'épargne, tous les professionnels de l'épargne le disent, au point que le sujet d'ailleurs de l'allocation, que faire de toute cette épargne, revient régulièrement sur le tapis, et notamment avec la préparation de la loi Pacte, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Parfait. Alors, je vous propose, pour ouvrir le débat, de prendre un cas. Vous avez un patrimoine avec un livret A et vous avez également de l'argent sur un fonds en euros de votre contrat d'assurance vie. Oui. Donc, en pratique, Guillaume, après paiement de vos charges sociales et de vos impôts, votre salaire net, il est de 100. Et vos dépenses, c'est de 100. Selon vous, est-ce que vous épargnez? Si j'ai un salaire de 100 et que je dépense 100, a priori, sauf si j'ai par ailleurs un héritage ou d'autres rentrées par ailleurs, a priori, non, je n'épargne pas. Je consomme ce que je perçois. Ok, parfait. Merci de votre réponse. Je la garde en suspens pour l'instant. Maintenant, on va regarder ce fameux taux d'épargne des Français. En fait, comment on le calcule? On le calcule de manière relativement simple. Dans les grandes masses, on dit combien les Français ont gagné net d'impôts, combien ils ont consommé. Eh bien, la différence entre les deux, c'est l'épargne. D'où, d'ailleurs, la fameuse idée développée par certains que l'épargne est du coup l'ennemi de la consommation. Et quand vous dites combien les Français ont gagné net d'impôts, c'est ce que les économistes appellent le revenu brut disponible. Exactement. Et c'est d'ailleurs assez rigolo de voir comment ce revenu brut disponible des ménages, il est constitué. Alors, juste pour qu'on ait une petite idée des chiffres, oui. Si on regarde les chiffres de 2016, on parle d'un global de 1377 milliards. Alors là-dedans, dans ces 1377 milliards, il y a environ 740 milliards qui correspondent à des salaires nets, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé les cotisations sociales. Il y a 450 milliards qui correspondent à de la
des prestations sociales. C'est en particulier lié à notre modèle, notamment avec la retraite par répartition. Et il y a environ 300 milliards autres qui incluent notamment, Guillaume, les revenus du patrimoine. Et là, quand je creuse, qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que les intérêts des placements que vous ne touchez pas parce qu'ils sont capitalisés, eh bien, en comptabilité nationale, on en tient compte comme un revenu. C'est un revenu dans le revenu disponible et on considère que ce revenu, il est épargne. Donc tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en gagnant 100 et en dépensant 100, vous n'épargnez pas. Eh bien, dans les stats officielles, vous êtes un épargnant et vous contribuez au bon taux d'épargne français. C'est incroyable. Ça veut dire qu'il faut se méfier de ce qu'on nous vend comme le taux d'épargne? Ça veut dire qu'on parle de choses sans savoir ce qui se cache derrière. Tiens, on peut prendre un autre exemple. Quand on parle de taux d'épargne, on fait la séparation entre l'immobilier et l'épargne financière. Mais quel immobilier est pris en compte dans le taux d'épargne? En fait, on prend l'immobilier neuf, celui qui est créé ex nihilo. En revanche, si vous me vendez un appartement et que je l'achète, eh bien, d'un point de vue macroéconomique, on considère qu'il n'y a strictement aucun impact. Il y avait un appartement chez vous et de l'appartement chez moi, et de l'argent chez moi. Après la transaction, il y a de l'argent chez vous et un appartement chez moi. Donc, au niveau des ménages, on considère que ça n'a rien changé. Vous voulez nous faire croire, Jean-François Filiade, ce matin, qu'en France, on manque d'épargne, qu'on n'épargne pas tant que ça, alors qu'on est l'un des pays où le taux d'épargne est le plus élevé? Je crains malheureusement d'arriver à cette conclusion. Prenons les chiffres. Nous sommes en 2016, et le taux d'épargne financière s'établit, d'après les chiffres de l'INSEE, à 4,6%. Juste d'ailleurs, au passage, je vous fais une petite remarque. Le taux d'épargne financière des Français est en baisse systématique depuis 2009, à l'exception notable de 2014. Pour info quand même, depuis 2009, le taux d'épargne financière du pays a chuté d'environ un tiers. Mais je vous rassure, c'est certain, on nous dit tous qu'on croule d'argent pour financer nos entreprises et la dette de l'État. Vous nous dites que le taux d'épargne financière atteint 4,6%. En milliards, ça fait combien? Eh bien, en milliards, si on prend les chiffres de 2016, rapportés au revenu brut disponible, ça nous fait environ 60 milliards d'épargne pour l'année 2016. Et la question qu'il faut se poser, c'est, pour poursuivre notre raisonnement tout à l'heure, est-ce que c'est de la vraie épargne ou pas? De la vraie épargne ou pas? Vous sous-entendez qu'il y aurait donc une différence entre l'épargne vécue par les épargnants et les comptes de la nation vus par les politiques? Exactement. Et je fais les comptes. 2016, les fonds en euros pèsent 1300 milliards. Rendement moyen des fonds en euros, 1,9%. Ça fait donc 25 milliards d'intérêts. Quasiment la moitié de l'épargne financière des Français correspond en fait aux intérêts de l'assurance vie. Donc, dans votre approche individuelle, Guillaume, c'est pas de l'épargne. Le livret A et le LDDS, c'était en 2016 360 milliards, donc avec un taux de 0,75, ça me fait 3 milliards supplémentaires. Le PEL, 260 milliards. Le taux moyen servi sur les PEL en 2016, c'est 2,75%. Ça me fait 7 milliards en plus. Donc, autrement dit, plus de la moitié de l'épargne financière des Français correspond en fait à des intérêts capitalisés. On n'est donc pas champion parce qu'on parvient avec notre travail à dégager de la capacité d'épargne pour mettre de l'argent de côté, mais parce qu'on a mis hier de l'argent de côté et que majoritairement on a fait de la capitalisation. Pourquoi vouloir éclaircir les mots, bien s'entendre sur les mots, comme vous êtes en train d'essayer de nous apprendre à le faire, sur le taux d'épargne? Qu'est-ce qu'un véritable taux d'épargne selon le point de vue duquel on se place? Pourquoi cet exercice pédagogique aujourd'hui? En fait, pour répondre en partie au patron d'AXA France qui, comme tous les assureurs, fait un lobbying actuellement d'enfer contre la loi, la partie épargne retraite de la loi Pacte, et qui a déclaré dans une interview aux Échos que le projet du gouvernement était inadapté. Pourquoi? Parce qu'en fait, les assureurs, ils veulent garder une sortie en rente viagère sur les produits d'épargne retraite, alors que le gouvernement creuse sérieusement la piste du capital. Alors, soyons clairs, d'un point de vue des consommateurs, les assureurs sont complètement à côté de la plaque. Dans l'environnement économique actuel, faire le choix de la rente dès la souscription est totalement inadapté, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que le moment venu, il ne faudra pas opter pour une rente si on le souhaite. Donc vous apportez votre soutien au gouvernement sur cette réforme Pacte. Alors en l'occurrence, je vais être honnête, je préfère le capital à la rente, ou tout du moins je suis contre l'obligation de sortie en rente viagère choisie dès la souscription. Mais pour autant, le gouvernement, il n'a pas raison. Pourquoi? Parce que si l'on raisonne J'aurais été surpris, quand même. Macro et pas micro, pour résumer mon raisonnement, voilà, avec ce billet, l'incapacité d'épargne des Français. Vous allez le brûler comme Soyons Gainsbourg? Non, quand même. Je prends ce billet, on vient donc de le voir, la moitié de cette capacité d'épargne, c'est de la fausse capacité d'épargne parce que ce sont des intérêts capitalisés. Et au passage, ils ne sont pas
pour la majorité d'entre eux, détenus par des actifs, mais par des retraités. Donc voilà, moi je suis actif, j'ai en fait que la moitié de la capacité d'épargne. Mais sur cette moitié de capacité d'épargne, il va falloir que je pense au financement des études des enfants, au fait que je risque vraisemblablement de devoir mettre de l'argent de côté parce qu'à un moment j'aurai le chômage. Donc en fait, il me reste plus que ça. Et avec ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une épargne qui est totalement rikiki. Je vais faire quoi avec cette épargne totalement rikiki? Eh ben, je vais me construire un avenir doré? Non, je ne rêve pas. Donc, c'est bien, on va continuer à bavasser encore quelques temps sur l'avenir de l'épargne de retraite. On pourra faire ensuite toute la pédagogie que l'on veut. Je crains malheureusement que l'avenir de la réforme, il est connu d'avance, elle échouera. Voilà, Jean-François Filliat qui aura montré, pour ceux qui nous écoutent à la radio, un billet de 20 € qui se sera bien rabougri au fur et à mesure des dépenses de la vie. Alors naturellement, je pourrais faire beaucoup plus de choses si j'avais des billets plus importants. C'est sûr, Jean-François.